Bonjour. Alors, dans le cadre de la suite du chapitre 4 que nous avons consacré à la gestion budgétaire des approvisionnements, nous avons prévu une troisième étape qui vient donc compléter les deux premières étapes, celle de la prévision et de la budgétisation. Et bien la troisième étape porte sur le contrôle budgétaire des approvisionnements. Alors là, le budget des approvisionnements, autant il est important en tant qu'outil de prévision et de décision, parce que c'est sur la base du budget qu'on arrive à avoir une visibilité sur les dates des commandes, les dates des livraisons, l'état des stocks, et ainsi de suite. Autant le budget des approvisionnements doit être complété par un contrôle régulier, c'est-à-dire un suivi régulier des éléments qui figurent dans le budget, à savoir donc les commandes, les livraisons, l'état des stocks, les prix facturés, ainsi de suite. Alors, quel est l'objectif du contrôle budgétaire des approvisionnements? Eh bien, l'objectif, c'est de suivre les réalisations. De suivre les réalisations et de vérifier dans quelle mesure les réalisations se font comme on l'avait prévu. Cela donc prend la forme d'un calcul des écarts entre les réalisations et les prévisions. Les réalisations, c'est-à-dire les dates de réception, les dates de passation des commandes à comparer avec celles qui ont été prévues, les quantités réceptionnées à comparer avec les quantités qu'on avait commandées, la qualité et les spécificités des matières réceptionnées et celles qu'on avait exigées lors de la commande, le prix facturé par le fournisseur et le prix qu'on avait prévu, et ainsi de suite. Donc tout cela se fait dans le cadre du contrôle budgétaire des approvisionnements. L'objectif, c'est d'analyser, d'identifier tout d'abord les causes des éventuels écarts entre les réalisations et les prévisions, et puis de localiser par la suite les responsabilités, puisque le contrôle nécessite la responsabilisation et le contrôle doit conduire vers là où il faudrait agir par la suite à travers la mise en place d'un certain nombre de mesures correctives pour réguler, pour redresser, pour recadrer ce qu'il faut recadrer. Donc le contrôle des approvisionnements prendra plusieurs formes ici. J'attire votre attention sur le fait que le contrôle des coûts préétablis, nous l'avons, je dirais, en quelque sorte formalisé à travers les différents écarts à calculer, les écarts sur charge directe, les écarts sur charge indirecte avec les différentes formules. Mais dans le cadre du contrôle budgétaire des approvisionnements, eh bien le spectre il est assez large, il est ouvert. Le contrôle budgétaire des approvisionnements, il est ouvert sur plusieurs indicateurs tels que les écarts, les indices, les ratios, comme nous le verrons par la suite. Alors de manière générale, les principales sources des écarts entre les réalisations et les prévisions peuvent être situées au niveau de, premièrement, les variations des consommations. Les variations de consommation, c'est-à-dire le rythme de consommation d'une période à l'autre, et puis les quantités consommées. Les écarts peuvent également être situés au niveau des fournisseurs, lorsque les fournisseurs ne respectent pas les délais communiqués, lorsque les quantités livrées par les fournisseurs ne sont pas conformes aux quantités qu'on avait commandées, lorsque le prix facturé par le fournisseur n'est pas lui-même le prix qu'on avait prévu dans le cadre des prévisions. Les écarts peuvent également être situés au niveau du service des achats, c'est-à-dire que les écarts peuvent être de la responsabilité du service achat ou bien approvisionnement en cas d'oubli de passation d'une commande à l'heure ou bien à la date prévue, parce que si le budget des approvisionnements, si le calendrier de commandes et des livraisons n'est pas bien respecté, eh bien c'est sûr qu'on aurait des écarts entre les réalisations et les prévisions. Comme les écarts peuvent être dus à des causes imprévues fortuites, c'est-à-dire qui dépassent le contrôle de l'entreprise et des fournisseurs eux-mêmes, tels que par exemple les accidents, tels que les grèves, tels que les intempéries, tels que un certain nombre de paramètres d'aléas externes qui sont en dehors du contrôle et de l'entreprise elle-même et de son fournisseur. Et donc l'objectif à travers le contrôle budgétaire, c'est d'identifier les éventuelles causes d'une déviation par rapport à une prévision. Alors le contrôle des approvisionnements doit porter dans un premier temps sur les quantités. Sur les quantités, il s'agit de vérifier si les quantités réceptionnées, si les quantités livrées par les fournisseurs sont bien conformes aux quantités qu'on avait, je dirais, commandées. Alors, le contrôle des quantités
peut passer par le calcul et l'analyse des écarts. Il peut passer par le calcul et l'analyse des écarts. Il est peut-être question de calculer l'écart entre les consommations réelles et les consommations prévues, les consommations réelles en termes de quantité et les consommations prévues. Il peut s'agir de calculer des écarts entre les livraisons réelles et les livraisons prévues. Et donc là, il est possible, je dirais, d'ouvrir le contrôle des quantités sur plusieurs écarts. Et au niveau des quantités, il est possible donc de calculer les écarts entre les quantités livrées, réellement livrées, et les quantités prévues. Les délais de livraison également peuvent faire l'objet d'une vérification. Est-ce que les délais de livraison sont bien maîtrisés? La qualité des matières également livrées, est-ce qu'elle est conforme? Est-ce que les matières livrées sont conformes aux matières commandées, etc. Donc là, le contrôle peut même être qualitatif. Il s'agit de voir un peu l'écart entre ce qu'on avait prévu de recevoir, de réceptionner et ce qu'on a réellement réceptionné auprès du fournisseur. Alors le cas échéant, cette analyse des écarts, ce calcul préalable, cette analyse des écarts peut conduire le cas échéant à réexaminer le choix du fournisseur. Si par exemple on a estimé que le fournisseur ne respecte pas les délais promis, si les quantités livrées ne sont pas conformes aux quantités qu'on avait commandées, si la qualité des matières que nous avons réceptionnées ne sont pas les mêmes qualités que celles que nous avons commandées, alors dans ce cas, on peut pousser jusqu'au bout, le cas échéant, réexaminer le choix du fournisseur, c'est-à-dire abandonner le fournisseur actuel et chercher un nouveau fournisseur. Le contrôle des quantités peut également être étoffé par un certain nombre de ratios significatifs. Et les ratios que nous pouvons utiliser ici, ce sont les ratios qui sont utilisés largement au niveau de la gestion des stocks. Alors on peut par exemple chercher à évaluer l'efficacité de la gestion des approvisionnements en utilisant un certain nombre de ratios tels que la fréquence des pénuries. Alors la fréquence des pénuries, c'est un ratio important à utiliser. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du budget des approvisionnements, l'objectif qu'on avait assigné à la gestion budgétaire des approvisionnements, c'est d'éviter les pénuries, parce que la pénurie, c'est-à-dire la rupture de matières premières, coûte cher pour l'entreprise, puisqu'il se répercutera au niveau de la production par des arrêts de production et donc des charges à supporter, des coûts fixes qui sont là, les arrêts fréquents, c'est du gaspillage du temps, etc. Et au niveau de la vente, les pénuries de matières premières peuvent se traduire par le rallongement des délais de livraison promis aux clients, etc. Et donc, les pénuries au niveau des approvisionnements, au niveau des matières à utiliser, sont pour l'entreprise non souhaitées. C'est la raison pour laquelle il faudrait utiliser un indicateur, un ratio approprié ici. Et ce ratio, mesure la fréquence des pénuries. Alors cette fréquence est mesurée par les quantités manquantes divisées par les quantités consommées. Combien représentent les quantités manquantes par rapport aux quantités consommées? Alors ce ratio renseigne sur les ruptures de stock. Si le ratio quantité manquante sur quantité consommée est très élevé, c'est-à-dire que l'entreprise a subi des ruptures de stock importantes et donc une évolution défavorable de ce rapport, sinon une augmentation, peut être le signe d'une mauvaise appréciation du stock de sécurité nécessaire, parce que nous avons dit que si les ruptures qui dépassent, je dirais, le contrôle de l'entreprise peuvent survenir, alors l'entreprise peut surmonter ces ruptures en conservant un stock de sécurité, pourvu que ce stock de sécurité soit bien calculé. Et donc une dégradation de ce rapport, c'est-à-dire une augmentation, peut avoir comme raison une mauvaise appréciation, une mauvaise évaluation du stock de sécurité. Il est possible également d'utiliser dans le cadre du contrôle des quantités un autre ratio, c'est le taux de rotation des stocks. Le taux de rotation de stock, c'est-à-dire le mouvement, est-ce que le stock, combien de temps passe le stock au niveau de l'entreprise, et le stock ici, plus il séjourne dans l'entreprise, plus il fait supporter l'entreprise des coûts du stockage. Et ce taux de rotation nous renseigne un peu sur la rapidité de la rotation, sur le mouvement du stock au niveau des magasins, et nous renseigne sur la durée moyenne que passe
la matière ou les composants avant qu'ils ne soient, je dirais, transférés vers les services concernés, c'est-à-dire les ateliers qui vont les utiliser. Alors, le taux de rotation de stock se calcule de la façon suivante. C'est le coût des matières consommées divisé par le coût du stock moyen. Alors, le coût des matières consommées pendant la période, qu'est-ce qui constitue ce coût des matières premières? Eh bien, nous avons le stock initial, c'est le stock que nous avons hérité des périodes précédentes et qu'on est censé consommer. Et il y a le coût des réceptions, c'est-à-dire des entrées durant la période, et on doit retrancher le stock final, c'est-à-dire le stock que nous allons laisser pour la période précédente. Et donc, le coût des matières consommées sera constitué du coût du stock initial, plus la valeur des entrées pendant la période, moins la valeur du stock final. Pour ce qui est du stock moyen, eh bien, le stock moyen il se calcule comme étant le stock initial plus le stock final divisé par 2. Et le coût du stock moyen, c'est le prix d'un article acheté multiplié par la valeur du stock moyen, c'est-à-dire le stock initial plus le stock final divisé par 2. Quelle est la signification de ce taux de rotation? Eh bien, si par exemple, on a obtenu, d'après les calculs, un taux de rotation égal à 6, alors cela signifie que la durée moyenne du stockage est de 2 mois, c'est-à-dire 12 mois sur 6. 12 mois sur 6. Un taux de rotation égal à 6 signifie que le stock, il subit une rotation 6 fois pendant l'année, c'est-à-dire 2 mois de 6 jours. Le stock entre, il passe 2 mois dans le stock, et puis les matières entrent, ils passent 2 mois dans le stock, et puis ils sortent. Et donc nous avons une durée moyenne de stockage qui est de 2 mois. Inversement, un taux de rotation très faible, égal à 4 par exemple, signifie que la durée de stockage moyen est de 3 mois, c'est-à-dire 12 sur 4, et ainsi de suite. Alors plus le coefficient de rotation est élevé, plus la durée du stockage est réduite, et donc le coût du stockage il est réduit, mais le risque de rupture de stock serait dans ce cas très élevé, parce que la durée de 6 jours est très faible, ce qui peut-être conduit l'entreprise ou bien entraîne l'entreprise à des ruptures de stock. Et donc, un coefficient de rotation élevé signifie une durée de stockage plus réduite. Quel est le risque dans ce cas? C'est qu'il y aurait des ruptures de stock. Mais le coût de possession sera réduit parce que la durée de séjour est très faible, puisque le coût de possession du stock, nous l'avons déjà vu au niveau de la première section, il est égal au prix d'achat d'un article stocké multiplié par le taux moyen de séjour ou bien de stockage au niveau de l'entreprise. Plus le coefficient est faible, plus la durée de stockage est longue, et donc le coût de possession il est élevé, mais on aurait moins, je dirais, de rupture de stock. Troisième ratio à utiliser, c'est la fiabilité des fournisseurs. Alors la fiabilité des fournisseurs peut être traduite, pour ne pas dire mesurée, par le nombre de livraisons réalisées dans les délais annoncés sur le nombre total des livraisons. Alors un fournisseur fiable, c'est un fournisseur qui respecte les délais de livraison promis, et donc le nombre de livraisons réalisées dans les délais doit être identique au nombre de livraisons totales prévues, de sorte qu'on aurait un taux de fiabilité égal à 100%, et donc un rapport égal à 1 signifie que le fournisseur est fiable parfaitement, et donc une fiabilité à 100%, et un taux de fiabilité égal à 50% signifie que sur une livraison promise, le fournisseur respecte, sur 2 livraisons promises, le fournisseur respecte une, et donc une fiabilité à 50%. Alors, ce n'est que des exemples de ratios que l'on peut utiliser, sinon, ça dépend des secteurs. Dans le cadre, je dirais, d'une entreprise commerciale, eh ben, le taux de rotation de stock peut être le taux de rotation des marchandises achetées, puisque le stock, c'est le stock de marchandises. Dans une entreprise industrielle, les matières premières séjournent, les produits, etc. Et donc, chaque cas est un cas. Les ratios sont contingents au secteur d'activité, à la taille de l'entreprise, pourquoi pas, et ainsi de suite. Alors, deuxième type de contrôle que l'on peut utiliser dans le cadre du contrôle budgétaire, eh bien, c'est le contrôle qui porte sur les coûts ou bien sur les prix. Alors, nous avons vu dans le cadre de l'analyse et du contrôle des coûts préétablis
au niveau du premier chapitre que l'écart global pour la consommation de matière, il est décomposé en un écart sur quantité et un écart sur prix. Et nous avions dit que l'écart sur quantité relève de la responsabilité du service qui consomme la matière, c'est les ateliers, mais l'écart sur prix relève de la compétence du service qui achète la matière première, c'est-à-dire le service approvisionnement. Et donc l'écart sur prix d'achat de la matière, c'est le même que l'écart sur prix que nous avons utilisé dans le cas de l'analyse des coûts préétablis lorsque nous avions décomposé l'écart global en un écart sur quantité, écart sur prix. C'est le prix réel moins le prix préétabli, le prix réellement facturé par le fournisseur moins le prix préétabli ou bien le prix prévu. Alors un écart favorable signifie que les prix d'achat réels sont inférieurs à ceux qui sont prévus. Cependant, là, il faudrait prendre cet écart favorable avec beaucoup de prudence. Un écart favorable sur prix n'est pas toujours un bon signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Pourquoi? Parce que l'écart sur prix favorable, c'est-à-dire un prix réel inférieur au prix préétabli ou bien prévu, peut cacher un certain nombre de dysfonctionnements, d'anomalies. Et donc, l'écart favorable peut être la contrepartie des commandes moins fréquentes et donc mais importantes en volume, ce qui aurait une incidence sur les coûts de stockage, parce que pour réduire le prix d'achat, pour négocier le prix auprès des fournisseurs, il suffit d'être en position de force par rapport aux fournisseurs, et cette position de force, on peut l'avoir en commandant des quantités des commandes de grande quantité, et ces grosses commandes génèrent un coût de stockage énorme, parce que au lieu d'acheter des petites quantités qui seront utilisées et donc une rotation de stock élevée, alors on aurait acheté des grandes quantités et la rotation de stock serait faible et le délai de séjour des stocks dans l'entreprise serait élevé, ce qui fait que le coût du stockage risque d'augmenter. Et donc, un écart sur prix d'achat favorable doit être, je dirais, interprété par rapport à ce que je viens d'énoncer, le coût du stockage. Cet écart favorable peut également cacher une mauvaise qualité des approvisionnements, ce qui risque de se répercuter sur les coûts de production et sur les ventes. Donc là, parfois, la réduction de coûts, elle a comme contrepartie une mauvaise qualité, et la qualité de la matière n'est pas... la mauvaise qualité aura un effet sur le coût de production et sur également les ventes, puisque le produit ne sera pas de bonne qualité. Finalement, le contrôle des approvisionnements, il est ouvert à tout instrument de contrôle en utilisant des écarts, en utilisant des indicateurs, en utilisant des ratios et ainsi de suite. Et donc, avec le contrôle budgétaire des approvisionnements, on est, je dirais, en dehors de ce qui est communément admis comme étant des écarts à calculer. Au niveau du contrôle des coûts préétablis, nous avons précisé un certain nombre d'écarts tels que préconisés par le plan comptable général, les écarts sur charges directes, les écarts sur charges indirectes. Au niveau du contrôle budgétaire des ventes, nous avions également prévu un certain nombre d'écarts, l'écart sur chiffre d'affaires, l'écart sur marge, mais au niveau du contrôle des approvisionnements, puisque lié en relation avec les stocks, donc le contrôle budgétaire des approvisionnements appelle à la fois les outils qui portent sur le contrôle des quantités, le contrôle des coûts, mais également le contrôle du niveau des stocks et le suivi du coût de stockage, de rupture, ce qui fait que le champ d'analyse et le champ de contrôle budgétaire, il est il est beaucoup plus large par rapport à ce que nous avons vu. Avec cette précision, donc j'arrive au terme de ce chapitre. Je rappelle les 3 étapes que nous avons vues. Donc la première étape, c'était la prévision des approvisionnements. La deuxième, c'est la budgétisation des approvisionnements. La troisième, c'est le contrôle. Avec ce chapitre, donc je déclare terminer le cours de contrôle de gestion programmé au niveau du semestre 6. Est-ce que vraiment c'est ce que doit être le cours, le contenu? Bien sûr que la gestion budgétaire, il concerne non pas seulement les budgets d'exploitation, bien les budgets opérationnels, mais il concerne également les budgets de conséquents et les comptes de résultats et de bilan, c'est-à-dire les comptes de synthèse, sauf que, vu la contrainte du temps, nous avons donc l'habitude
de nous contenter des 3 budgets opérationnels avec un chapitre préalable, un travail qui prépare la gestion budgétaire, c'est les coûts préétablis. J'espère que vous avez donc une vue plus ou moins générale sur le contrôle de gestion ou le contrôle budgétaire. D'autres éléments que nous n'avons pas le temps de découvrir au niveau de ce semestre 6 feront l'objet, Inch'Allah, des approfondissements au niveau du master. Je vous souhaite donc bon courage et prenez soin de vous. Merci.